Bonjour à tous les téléspectateurs de KTO, nous sommes très heureux de vous partager quelques moments, quelques morceaux choisis de l'Université de la vie organisée par Alliance Vita. C'est un grand événement qui rassemble près de 8000 participants dans environ 170 villes en France, mais aussi à l'étranger. Alors ce soir, nous allons parler de procréation, voilà, autour du thème général qui est le prix de la vie à tout prix. Nous aurons d'abord une approche juridique avec maître Adeline Legouvello. Ensuite, nous parlerons de cette procréation qui devient de plus en plus artificielle avec Blanche Streb. Et puis enfin, nous aurons un focus sur la GPA, la gestation pour autrui. Merci. Merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet du corps marchandé, sujet d'actualité et auquel sont attachés vraiment les Français. En témoigne en juin dernier le rapport de synthèse de la consultation publique qui a été remis par le Comité consultatif national d'éthique au ministre chargé de la Santé, de la Recherche, de la Justice. Et ce rapport laissait apparaître que, quelles que soient les thématiques, émergeait un fort consensus sur les grandes valeurs à la française, dont le principe de non-marchandisation du corps humain. Alors si par la suite le CCNE s'est montré favorable à l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules, c'est à la condition expresse et incontournable de ne pas ouvrir la marchandisation de l'humain. Donc ce principe de non-marchandisation semble vraiment fortement ancré dans les esprits et dans notre droit, et les pouvoirs publics paraissent décidés à ne vraiment pas y faire la moindre entorse. Pourtant, les directions prises entre déclaration de principe et situation tolérée, permise ou envisagée, semblent vraiment diamétralement opposées, puisque d'un côté, nous avons le CCNE qui se déclare favorable à la suppression de la condition thérapeutique pour la PMA, en l'ouvrant aux couples de femmes, tout en posant la condition du maintien de la gratuité, mais de l'autre côté, nous savons que c'est parfaitement illusoire parce qu'il y a déjà une pénurie de gamètes et le Conseil d'État a souligné lui-même en juillet dernier que l'ouverture de la PMA entraînait de facto une rémunération des dons entre guillemets de gamètes. Et d'ailleurs, les pays qui ont élargi la PMA sont obligés de rémunérer ces dons de gamètes. De la même manière, on proclame avec ferveur le respect du corps de la femme et sa non-marchandisation, mais de l'autre, on valide les effets de la gestation pour autrui faite à l'étranger à grand renfort de dollars pour obtenir un enfant issu de ce processus. Alors, est-ce que finalement, il existe un principe de non-marchandisation du corps humain ? Est-ce qu'on peut marchander son corps ou celui des autres ? Finalement, pour le savoir, il faut d'abord définir les termes. Le corps humain, c'est la partie matérielle d'un être animé, considéré du point de vue de son anatomie, de son aspect extérieur. Donc c'est l'aspect, l'enveloppe charnelle de l'homme ou de la femme, mais aussi ses composants, les organes, les tissus, les cellules. Toutefois, la personne, elle ne se réduit pas à son seul corps. Elle est composée aussi de l'esprit ou de l'âme, et c'est l'association des deux personnes qui constitue la personne. C'est pour ça que lorsque la loi protège le corps, elle a pour but en fait de protéger la personne. Et la marchandisation, c'est la tendance à tirer un profit mercantile d'une activité marchande. Alors, ce principe de non-marchandisation, il n'apparaît pas en ces termes exacts dans la loi, mais il n'en existe pas moins. Le Code civil a voulu protéger le corps humain avec 3 principes de protection, le respect, l'inviolabilité et l'extra-patrimonialité. Et ce soir, c'est ce principe d'extra-patrimonialité qui va nous intéresser. Ce principe, il est d'abord fermement établi en droit français, c'est le premier point. Mais on pourrait s'interroger sur sa pertinence à l'heure actuelle du fait d'un principe de réalité auquel il vient parfois se heurter, et puis des entorses qui sont admises tant par la loi que la jurisprudence. Alors, quel est ce principe d'extra-patrimonialité ? C'est d'abord un principe de gratuité des opérations qui portent sur le corps humain et qui est posé dans le Code civil à l'article 16.1 qui énonce que le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. C'est renforcé ensuite par d'autres articles qui énoncent que les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles et aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte des produits de celui-ci. Après le Code civil, nous avons aussi le Code de la santé publique qui énonce les mêmes principes et qui vraiment pose des principes de non-rémunération lorsqu'il y a un don d'organes, la transfusion sanguine, un don de lait. Tout cela ne peut donner lieu à rémunération.
Le but, évidemment, c'est de lutter contre toute forme de marchandisation de ce qui se rattache au corps humain. On ne voudrait pas que l'être humain puisse se vendre en pièces détachées comme cela. Et c'est la raison pour laquelle ces règles sont édictées. Et finalement, cette absence de rémunération, ça permet de rendre effectif le principe de dignité de la personne humaine, parce qu'une personne humaine, elle ne peut pas se vendre, elle ne peut pas s'acheter, ce n'est pas une chose ni un objet. Alors, ce principe d'extra-patrimonialité, avec cette non-marchandisation, cette gratuité, eh bien, la loi le prévoit, mais la loi va encore plus loin avec un principe d'indisponibilité. C'est-à-dire qu'on va au-delà de la gratuité pour tout ce qui concerne le corps humain, dès qu'il s'agit d'un acte grave qui mettrait en danger la personne, que ce soit gratuit ou pas, la loi l'interdit. Par exemple, une mère ne peut pas donner son cœur pour sauver son enfant parce que sa vie, du coup, en dépendrait, elle ne pourrait plus vivre. Donc le droit va l'interdire. Alors c'est le principe d'indisponibilité du corps humain qui n'est pas explicitement prévu par la loi, mais qui provient de la jurisprudence et qui concerne non seulement le corps humain, son propre corps, mais aussi celle du corps d'autrui, parce qu'on ne peut pas être propriétaire du corps d'un autre. Sinon, on en revient à l'esclavage, qui est finalement l'exercice d'un droit de propriété sur une personne. Donc finalement, une personne vivante ne peut pas vendre ni même donner un organe au détriment de sa propre vie. Et c'est ce qui va fonder certaines interdictions, comme celle de la gestation pour autrui, avec le Code civil qui prohibe toute convention qui porte sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui. Ces conventions sont nulles. Ainsi, le droit français protège toute personne contre elle-même finalement, et c'est ce qui sous-tend tout notre droit, puisque en définitive, on voit bien que ce principe d'indisponibilité, il est fortement ancré dans la mesure où toutes les exceptions telles que le don du sang, le don de lait, le don d'organes, est très strictement encadré par des règles, et ce sont donc des possibilités qui sont exceptionnelles. Et même dans notre quotidien, on voit bien qu'il y a des mesures qui nous touchent au quotidien. Par exemple, on nous impose de porter la ceinture de sécurité sous peine de sanction parce que, en dépit de nous-mêmes, il faut que notre corps, notre personne soit protégée, notre vie soit protégée. Donc, c'est dire si l'on est loin d'un corps marchandé, nous avons des principes très fermement ancrés, avec non seulement une interdiction de rémunération, mais lorsque les actes sont graves, un principe d'indisponibilité qui empêche de donner des éléments de son corps lorsqu'il s'agit d'une situation qui peut être grave pour la personne. On peut s'interroger sur la pertinence de ce principe à l'heure actuelle. Premièrement, ce principe, il est d'abord fortement entamé. Il est régulièrement remis en question parce que la rémunération apparaît souvent comme un moyen de mieux soigner les personnes et de sauver des vies face à la pénurie du don d'organes. Après tout, pourquoi interdire à quelqu'un de vendre un de ses reins si cette vente peut nourrir toute sa famille pendant des années ? L'organe acheté permet de sauver une vie et la rémunération apportera de la sécurité matérielle à des personnes qui en ont besoin. Par ailleurs, on voit bien qu'en matière de procréation, comme je l'évoquais en introduction, le nombre de dons de gamètes, et particulièrement les dons d'ovocytes, est largement insuffisant par rapport à la demande des couples et l'attente peut durer plusieurs années. Donc toute rémunération, la rémunération du don paraît inéluctable dans la perspective d'une ouverture de la PMA à tous, sans conditions thérapeutiques. Et finalement, d'ores et déjà en pratique, on voit bien qu'il y a une sorte de troc qui s'est mis en place dans les centres qui collectent les dons de gamètes, et particulièrement les dons d'ovocytes, puisque lorsqu'un couple receveur est en attente, on l'invite à aller recruter une donneuse d'ovocytes. Et l'ovocyte de ces recrues ne sera pas directement utilisé par le couple, puisqu'il y a un principe d'anonymat obligatoire, mais ça va rentrer dans la banque de toutes ces gamètes, et le délai d'attente du couple va être écourté. Alors cette pratique, normalement, elle est contraire à la loi, puisque le Code de la santé publique interdit de subordonner le don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne acceptant de procéder à un tel don en faveur d'un couple anonyme. Alors, c'est interdit, c'est critiquable parce que ça peut donner en plus lieu à des pressions psychologiques ou à des rémunérations cachées. Et finalement, on est dans une sorte de troc qui fait que le corps est un peu marchandé quelque part déjà.
Et puis, est-ce que c'est pas hypocrite aussi de laisser des Français aller à l'étranger, rémunérer des gamètes qu'ils vont acheter là-bas et revenir en France sans qu'on ait rien à y redire, ou lorsqu'on va à l'étranger aussi avoir recours à une mère porteuse, on en valide également les effets au retour. Finalement, est-ce qu'on n'est pas déjà dans l'acceptation d'une marchandisation du corps avec le principe de non-patrimonialité qui prend un sacré coup dans l'aile? Il est vrai en plus que la Cour européenne des droits de l'homme subordonne dans sa jurisprudence le principe de non-rémunération du corps humain, de non-marchandisation du corps humain, à un principe, à un principe qu'elle a dégagé d'autonomie individuelle. C'est-à-dire qu'il y a respect ou non du corps humain suivant la volonté de la personne concernée. À titre d'exemple, en 2007, les URSSAF ont réclamé une prostituée qui était travailleur indépendant des arriérés de cotisation. Alors elle refuse de les payer en faisant valoir qu'elle n'a pas d'autre choix pour les rembourser que de poursuivre des activités indignes. Et la CEDH lui rétorque qu'elle juge la prostitution incompatible avec les droits de la dignité de la personne humaine, certes, mais dès lors qu'elle est contrainte. Donc si finalement elle n'est pas contrainte et si les produits de la marchandisation de son corps lui reviennent à elle, la Cour européenne des droits de l'homme considère que ce n'est pas indigne. Au nom finalement de l'autonomie personnelle, eh bien, on va dire si une activité est digne ou indigne, conforme au respect du corps ou pas. Donc finalement, on voit que là, le corps, il est traité comme une marchandise et que c'est uniquement une conscience individuelle, une liberté individuelle qui va déterminer s'il y a ou non atteinte à ce corps. Et donc, celui qui voudrait le marchander, au prix qu'il voudra bien fixer, pourrait parfaitement être libre de le faire. Finalement, alors, ce principe existe-t-il encore ? Eh bien oui, il conserve tout de même son actualité et sa pertinence. Ce n'est pas parce que des atteintes sont portées à un principe que le fondement même de ce principe doit être remis en question. Par exemple, il y a beaucoup de vols. Ce n'est pas pour cela que nous allons remettre en cause la qualification pénale du vol. Eh bien, en matière de bioéthique, la France est dotée d'un arsenal législatif qui fait sa fierté, qui est vraiment très riche, qui est protecteur de la personne humaine. Et ce n'est pas parce que d'autres pays ont fait d'autres choix avec des lois différentes que ces choix sont meilleurs que ceux de la France. Et au contraire, l'expérience de ces autres pays nous montre que là où la rémunération entre en jeu, eh bien l'exploitation de la personne humaine aussi. Certains pays reviennent d'ailleurs sur des autorisations qui avaient été données auparavant. On voit par exemple que l'Inde a fermé la porte aux étrangers qui avaient recours à la GPA dans son pays. On voit aussi les difficultés des pays qui ont élargi la PMA et qui du coup rémunèrent les dons entre guillemets de gamètes. Par exemple, aux États-Unis, nous avons des donneurs compulsifs qui donnent naissance à des centaines d'enfants tout proches de chez eux, quoi. Donc finalement, on voit bien que la rémunération du corps, ça entraîne une logique de marché, une domination des uns sur les autres. Parce que si la protection du corps humain ne relève que de l'autonomie personnelle, du consentement, eh bien, il va être digne, par exemple, de se prostituer ou de se suicider quand on est au chômage ou qu'on dort sous les ponts, avec de tels principes. Parce que l'argent, on le sait bien, il est sans pitié. Finalement, avec cette autonomie du consentement, cette liberté individuelle qui définirait ou non s'il est bon de mettre à disposition son corps, de le marchander ou pas, finalement, c'est mettre les faibles à disposition des forts, les pauvres au service des riches. Car ceux qui vont revendiquer la liberté à s'abaisser ne la revendiquent pas pour eux-mêmes, mais pour que soit validée la mise à disposition des autres. Finalement, le consentement, ça masque un rapport de force et ça dissimule une entreprise de domination du plus fort sur le plus faible. Alors, si la seule limite à la liberté n'est plus la loi objective, mais uniquement des conventions entre individus, qui seront dignes seulement si ces conventions sont respectées, tout devient possible. La vente d'organes, la vente de cellules, la vente d'embryons congelés, la vente du sang, la gestation pour autrui, etc. On assisterait à une réduction humaine, à une réduction de l'humain à l'économie. L'humain est un objet qui peut se vendre en pièces détachées ou non et qui rentre dans le marché. Alors au surplus, il est faux de prétendre ou de croire que la protection du corps humain, ça se réduit à une dimension individuelle. En réalité, la société, elle est sollicitée pour fournir une prestation.
Rémunérer des produits du corps humain, ça implique tous les acteurs des opérations qui vont être sollicités. Quand il s'agit du don d'organes, du don de gamètes ou autre, il va falloir des médecins, des infrastructures. Et puis la société sera sans doute appelée à participer à la rémunération, puisqu'il y a déjà des politiques qui demandent de rembourser la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. Et ça impliquera un jour la rémunération du don de gamètes, et donc il faudra participer à ce paiement. Par conséquent, on voit bien que toute remise en cause de la non-marchandisation du corps humain, ça conduit inéluctablement à la mise en place du marché de l'humain avec le recul de la protection des personnes. Alors c'est vrai qu'il y a des incohérences à l'heure actuelle qui subsistent, on les a soulignées, entre ce principe de non-patrimonialité et les exceptions qui y sont apportées ou tolérées, mais ce n'est pas le principe qui doit être remis en question. Ce sont ces atteintes, sous peine de parvenir sous peu à ce marché de géants qu'on évoquait. Alors, le corps, en conclusion, ne peut être marchandé. C'est un principe de notre droit. Et le respect de la personne humaine implique qu'il ne puisse pas l'être. Et ce n'est pas ce principe de s'accommoder des désirs des adultes, mais c'est au contraire l'inverse. Ce sont les désirs humains et les volontés individuelles qui doivent rester soumis à la loi afin que le respect de chacun soit garanti et non pas la liberté de certains au détriment de la liberté de tous. Bonsoir à tous. Alors, les méthodes d'assistance à la procréation, AMP, elles sont nées en fait de la rencontre entre la science et la souffrance vécue au cœur du couple quand l'enfant se fait attendre. Mais petit à petit, un basculement est en train de s'opérer. La technique vient un peu prendre les commandes au point que se pose aujourd'hui cette question: est-ce que nous risquons de quitter une logique d'assistance à la procréation pour glisser vers une tentation de maîtrise, voire même de démesure, aboutissant à fabriquer la vie à n'importe quel prix? J'aborderai 2 grands points. Le premier, quelles sont les causes ou les ressorts sur lesquels viennent s'appuyer ces recherches ou ces techniques qui permettent ou qui promettent de créer la vie à tout prix? Et en deuxième point, je nous questionnerai, y a-t-il un prix à payer et par qui? Je citerai 5 causes à cette tentation de créer la vie à tout prix. La première cause est l'infertilité, malheureusement croissante dans nos sociétés industrialisées. C'est un douloureux constat. Les causes sont multiformes et parfois inexpliquées. Mode de vie, pollution, modèle économique aussi qui parfois contraint les femmes à avoir des enfants de plus en plus tard quand la courbe de leur fertilité s'effondre. La deuxième cause est la mutation du désir d'enfant. Ce désir, il génère une exigence et se formule parfois comme un droit même qui tend à s'individualiser, comme si la procréation devenait un attribut de la personne elle-même, une capacité individuelle ou personnelle, et plus une magnifique fonction humaine, la seule parmi toutes qui se vit à 2 dans l'altérité sexuelle. La troisième cause est la technique elle-même. La technique qui entretient largement ce désir, qui invente même de nouveaux désirs et invente donc de nouvelles souffrances et de nouvelles frustrations qui n'existeraient pas sans cette technique. Les biotechnologies qui permettent de concevoir l'embryon hors du corps de la femme, c'est cette capacité de prélever, de congeler et de promener un peu partout dans le monde des gamètes et cette possibilité de sous-traiter les grossesses à des mères porteuses. Tous ces phénomènes réalisent un appel d'air à ce désir d'enfant. La technique et le marché balayent en fait les limites de ce désir, des limites qui pourtant sont évidentes, comme le temps, comme la mort, comme l'altérité sexuelle. Alors on ne protège plus les personnes d'elles-mêmes contre ce désir qui peut devenir dévorant, parfois insensé. Les limites, en fait, contiennent les désirs et nous protègent. C'est ainsi alors que ce désir vient saisir des personnes, par exemple célibataires ou des femmes dont le conjoint est déjà mort, mais ces
son sperme est congelé, ce qu'on appelle la FIV post-mortem, la suite déjà annoncée de la PMA pour toutes, ou alors aussi les femmes ménopausées. On entend parfois ces faits divers de femmes de 63, 68, 70 ans qui mettent au monde, dans des grossesses d'ailleurs extrêmement pathologiques, des enfants parce qu'elles ont fait un don d'ovocytes ou d'ovules. Au fond, l'offre crée la demande. La 4e cause que je relèverai, c'est cette importance parfois surdimensionnée qui est donnée aux liens génétiques et qui aboutit à de nouvelles techniques ou recherches qui viennent à en oublier l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce que c'est bien pour fabriquer un enfant à tout prix en lui transmettant ses propres gènes que s'est inventée cette folle FIV à 3 parents, ou que se développe la recherche par exemple sur les gamètes artificiels ou ces techniques aussi de modification de l'embryon humain. Dans ces situations en fait, où la vie est fabriquée à tout prix dans le but de permettre aux commanditaires de donner un lien génétique à leur enfant, eh bien c'est la santé même de l'enfant qui est mise de côté car les enjeux sanitaires sont évidemment immenses. Comme exemple, je pourrais citer aussi cette technique proposée par certaines cliniques étrangères à des couples lesbiens. L'une est mère génétique, elle donne ses ovocytes. L'autre est mère qui porte la grossesse. On lui implante l'embryon fécondé par un donneur d'ovules. Et ainsi, on crée l'illusion pour ces femmes d'avoir eu besoin d'être 2 pour avoir un enfant. Pourquoi elles choisissent ces traitements lourds de fécondation in vitro alors qu'une insémination artificielle aurait pu suffire? Parce qu'au fond, là, c'est le fait de transmettre ces gènes qui revêt une importance majeure. Et je relèverai alors ce paradoxe. D'un côté, l'importance accordée à cette transmission génétique qui aboutit à cet extrême, et de l'autre, parallèlement, l'apport du père biologique, du donneur, qui apporte la moitié du patrimoine génétique, est considéré comme inexistant, insignifiant. Vous voyez que la prise en considération finalement de ce qui est important dans le lien génétique ne se place alors que du côté de l'adulte et non pas du côté de l'enfant et de ses éventuels besoins présents ou futurs. Ce paradoxe sur la manière de regarder le lien génétique, il est assez stupéfiant. Dans un autre exemple, d'un côté, on voit ces tests de vente de kits ADN qui se multiplient, qui sont interdits d'ailleurs chez nous, qui se multiplient énormément. Derrière, c'est l'attrait des personnes à retrouver d'où viennent leurs ancêtres, de quelles sont leurs origines. Parfois, ces recherches sont aussi menées pour retrouver un père ou un frère ou une demi-sœur. On voit cet attachement finalement à retrouver nos racines. Et de l'autre, on entend que pour un enfant qui serait issu de dons, eh bien, l'amputation délibérée de ses origines, tout simplement ne pas savoir qui est son père ou sa mère, serait un simple dégât collatéral, un problème à glisser sous le tapis. La 5e cause, nous sommes aujourd'hui dans l'ère de la fabrique et de la marchandisation du vivant. L'embryon humain, les ovules, les spermatozoïdes sont devenus des produits marchands. Et cette économie, elle est facilement passée sous silence, camouflée dans un altruisme de circonstance ou rendue invisible tout simplement parce que ces matières premières sont issues de dons. À ces cellules si particulières, porteuses de vie, on attribue même parfois un prix. Selon la provenance, les critères esthétiques, le QI ou l'ethnie, des femmes vendent leurs ovocytes pour payer leurs études ou pour subsister, pendant que d'autres les mettent en banque. Au fond, la procréation artificielle, elle sert des desseins bien plus larges que la seule réponse à une infertilité qui affecterait un couple homme-femme en âge de procréer. Elle sert une nouvelle économie, pétrie de valeurs libérales du libre choix et de l'individu tout-puissant. Et les carburants de cette économie sont la souffrance humaine, comme l'infertilité, la maladie ou le puissant désir d'enfant. C'est un système dans lequel les personnes, qu'elles soient acheteurs, ressources ou produits, se retrouvent être elles-mêmes les moyens asservis à cette économie de la vie. Y a-t-il un prix à payer et par qui ? Je prendrai quelques exemples pour cette réflexion. D'abord, dans la FIV classique, la fécondation in vitro classique. Tous les enfants qui voient le jour sont précieux. Et leur vie n'a évidemment pas de prix, quel que soit le mode de procréation qui les a conçus. Cette conséquence bonne, la vie humaine, ne nous fait pas pourtant l'économie de questionnement. Et on se questionne finalement assez peu sur le coût humain de la FIV.
ce qui est assez étonnant dans une société où prime le principe de précaution pour des enjeux parfois bien moindres que celui de créer une nouvelle vie humaine. Le prix à payer, le plus passé sous silence d'abord, est celui des couples qui laissent souvent des plumes dans ce qu'ils appellent eux-mêmes le parcours du combattant. Toutes méthodes confondues, le taux de succès des tentatives d'AMP est seulement de 17%. À la fin des 4 cycles de FIV remboursés, un couple sur 2, la moitié reste avec un berceau vide. Alors que la PMA pour toutes claque comme une promesse, ces si nombreux échecs aboutissent en PMA sans enfant pour la moitié des couples. Cette réalité n'est pas une idée ou une statistique, c'est une souffrance. Le coût humain de la FIV se comprend aussi par ces chiffres. 18 embryons conçus pour aboutir à une naissance d'un enfant vivant, 220 000 embryons congelés, figés dans le temps, c'est l'équivalent de la ville de Bordeaux. Manipuler les embryons n'est pas non plus sans conséquences, et des experts commencent à l'observer et à étudier l'incidence de maladies. En fait, on découvre de plus en plus l'influence de l'environnement sur notre biologie, et cela concerne aussi l'embryon en éprouvette. Il y a la stimulation hormonale de l'ovocyte qui l'imprègne, le milieu de culture artificiel dans lequel il baigne, les variations de température, de lumière, ce contenant statique et sans vie, tout cela est finalement tellement différent d'un utérus féminin bien vivant et pulsatile. Ce qui se joue ici, c'est le rôle extraordinaire de l'épigénétique qui traduit que l'embryon est un être vivant dès le début, en pleine et entière interaction avec tout son environnement. J'évoquerai rapidement 2 autres exemples. Dans la FIV à 3 parents, qui vous est expliqué dans le carnet, on vient considérer que l'ovocyte, l'ovule, est un simple sac qu'on peut transposer. C'est-à-dire que dans cette technique-là, on utilise l'ovule d'une donneuse, on lui enlève ses chromosomes et on y intègre les chromosomes d'une autre femme, d'une donneuse. Pour ce qui est tapis derrière, c'est un pseudo-rajeunissement des ovocytes, un immense marché évidemment. Cette technique, elle vient considérer au fond que l'ovule est un simple sac. Mais est-ce que c'est si simple ? En fait, non. L'ovule est une précieuse et mystérieuse enveloppe maternelle qui héberge une réserve nourricière essentielle. Lorsque l'embryon est conçu, il se développe, ses cellules se multiplient, l'ADN se duplique d'une cellule à l'autre. Mais qui est le chef d'orchestre ? Ce n'est pas l'ADN de ce nouvel être vivant au départ. C'est un programme qui est préétabli par l'ovule lui-même, par tous les éléments finalement que l'ovule maternel a préparés par avance. C'est ce qu'on appelle la contribution maternelle. Et c'est seulement après quelques jours que l'embryon commence à devenir son propre architecte et que son propre ADN commence à prendre la commande. Et la FIV 3 parents fait fi de tout ça. Dans un autre exemple, les gamètes artificielles, on vient considérer que la maturation lente et complexe qui se passe dans notre corps, dans la reproduction naturelle, ne serait plus fondamentale. Et cela vient mettre en danger cette capacité que nous avons de fabriquer des gamètes qui sont toujours uniques et donc de concevoir des embryons toujours uniques. C'est un brassage génétique qui est bénéfique pour l'espèce humaine et qui est la source de la magnifique et de la non moins vitale biodiversité humaine. En conclusion, j'aimerais que nous ne laissions pas les biotechnologies nous faire perdre de vue que la reproduction naturelle est extraordinaire et sacrément bien pensée. Qui peut croire que l'industrie fabriquera mieux la vie que les êtres humains eux-mêmes ? Est-ce que cette artificialisation de la vie, elle ne risque pas de nous faire oublier la spécificité, le caractère précieux, mystérieux, inestimable de ce qui fonde la procréation humaine ? Il n'y a alerte éthique que parce qu'il y a d'abord hymne à la vie. Il nous faut sortir de la fascination de la technique ou de la logique de marché qui parfois enchaîne plus qu'il ne libère. Nous voyons bien à quel point aujourd'hui il devient urgent de penser l'humain et les valeurs aussi qui fondent la fraternité. Pour Kant, tout a ou bien un prix ou bien une dignité. Ce qui a un prix, on peut le remplacer par son équivalent. En revanche, ce qui n'a pas de prix et donc pas d'équivalent,
c'est ce qui possède une dignité. La vie humaine n'a pas de prix parce qu'elle a une dignité inestimable. Et la dignité de la personne, elle inclut son mode de conception et la grossesse. Et je crois que l'éthique nous aide à relier la dignité qui est source de droit et la fraternité qui est source de reconnaissance mutuelle et de devoir. Et de devoir, la société n'en manque pas. Nous avons besoin de repères, de choix responsables, afin d'opter pour des orientations politiques et scientifiques dignes d'un vrai progrès humain et qui n'instrumentalisent aucune vie humaine et qui promeuvent des recherches et des méthodes d'assistance à la procréation qui soient intégralement respectueuses de l'homme, de la femme et de l'enfant. Nous faudra-t-il alors renoncer à certaines techniques ? C'est sûrement facile à dire, c'est sûrement peut-être moins facile à vivre. Mais renoncer, ou plutôt accueillir la réalité, c'est aussi une liberté, une responsabilité, et c'est aussi ainsi enfanter, parce que c'est mettre au monde un peu plus de justice et de respect de la vie. Ça peut demander du courage. Je prendrai pour simple exemple une femme sans utérus qui choisit de ne pas se tourner vers la GPA. Est-ce que par ce choix, elle ne rend pas un hommage puissant à la maternité et à la grossesse ? Ce prix, peut-être qu'elle accepte d'assumer par ce don d'elle-même, contribue à la construction d'une société plus juste et plus humaine dans laquelle on n'exploite pas le corps des femmes et où on ne passe pas contrat sur un enfant. Ce don, ce prix, cet au-delà de soi, est sûrement un prix à payer pour la fraternité. Et il en appelle alors au soutien mutuel, à la consolation peut-être, à l'entraide sûrement. En prenant sur soi ce consentement, cet effort, on évite alors de l'imposer, de le transmettre comme une dette ou comme un douloureux héritage à celui ou celle qui porterait l'injustice de sa conception, les risques liés à sa fabrication ou simplement même le vide laissé par l'amputation délibérée de ses racines. Plus que donner la vie à un enfant, on le donne à sa vie. Et cela mérite que nous agissions courageusement, non comme des propriétaires, mais comme des serviteurs de la vie. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Alors, le sigle GPA masque une réalité que ses partisans habillent sous des atours d'altruisme. GPA, gestation pour autrui. Rien que le terme de gestation, emprunté au vocabulaire animal, en dit long sur la considération de la femme, aussi qualifiée de mère porteuse. De quoi s'agit-il ? Eh bien, la GPA est un procédé par lequel une femme porte un enfant pour le compte d'autrui, avec paiement ou pas, et s'engage à remettre l'enfant à l'issue de la grossesse à des demandeurs ou commanditaires. La GPA a défrayé la chronique ces dernières années à propos de l'exploitation de femmes pauvres en Inde, en Ukraine, en Thaïlande, mais aussi aux États-Unis avec la GPA dite de luxe, dans un système ultralibéral où des agences commerciales font un véritable business à coup de publicité. De manière générale, les protagonistes de la GPA exploitent la souffrance des couples sans enfants et la misère des mères porteuses. Certaines femmes, en effet, ne peuvent pas porter d'enfants en cas de stérilité liée à un dysfonctionnement de l'utérus, soit de nature congénitale ou accidentelle, à l'issue d'un curetage qui s'est mal passé après un accouchement, des fausses couches ou un avortement. Et puis, pour des raisons médicales, certaines femmes ont des ablations de l'utérus. Cette pratique est aujourd'hui aussi revendiquée par des hommes seuls ou en couple de même sexe pour avoir un enfant. Pour éviter l'attachement de la mère porteuse à l'enfant qu'elle porte, les agences commerciales de GPA aujourd'hui favorisent qu'il n'y ait pas de lien génétique entre la mère et l'enfant. Et le plus souvent, ce qui est pratiqué, c'est qu'on va avoir recours au service d'une donneuse d'ovocytes
qui est sélectionné sur catalogue. Et puis, dans de rares cas, on va utiliser les ovocytes de la femme demandeuse. Dans tous les cas, on aboutit pour les enfants à une maternité éclatée avec possiblement une donneuse d'ovocytes, une mère porteuse, la femme éducatrice, voire la suppression de toute présence féminine dans l'éducation quand il s'agit de demandes d'hommes. Autant dire que cela induit un brouillage complet, biologique et juridique en termes de filiation pour les enfants nés par GPA. Pour certains, il ne s'agirait que d'une modalité de procréation médicalement assistée, donc de PMA supplémentaire. Pourtant, si la France l'interdit, ainsi que d'autres pays, y compris pour des raisons pathologiques, c'est que la GPA implique des violences particulières pour la femme et pour l'enfant. C'est toujours une immense épreuve de découvrir une incapacité à pouvoir porter un enfant. Et nous, le témoignage précédent nous l'a bien fait sentir. C'est vraiment important de pouvoir entendre, écouter, accompagner ces femmes et ces couples, comme nous le faisons dans notre service d'écoute SOS Bébé. Cependant, le désir a des limites quand il porte atteinte aux droits d'autres personnes. Il n'y a pas de droit à l'enfant. Et aujourd'hui, c'est clairement l'offre qui crée la demande et affaiblit la conscience en masquant que la GPA pose des questions cruciales au niveau des droits humains. Celui de provoquer intentionnellement de manière préméditée l'abandon de l'enfant et pour le remettre à d'autres personnes, celui d'utiliser le corps d'une femme pendant 9 mois et ensuite la faire complètement disparaître de la vie de l'enfant, et enfin celui de marchandiser l'enfant, objet de contrat avec très souvent rémunération de la mère et des intermédiaires. Cette pratique va complètement à l'encontre de toutes les observations conduites depuis des décennies autour de la grossesse, qui montrent l'importance des liens qui se créent entre la mère et l'enfant et des interactions extrêmement profondes qui vont jusqu'à modeler les données génétiques de l'enfant, ce qu'on appelle l'épigénétique. Aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, et particulièrement en France, les professionnels de la naissance vont favoriser un lien très fort entre la mère et l'enfant à la naissance, par ce pot à pot. On va assurer le continuum sensoriel et rendre plus paisible pour l'enfant la séparation de l'accouchement. Nous savons bien aussi que la séparation d'un enfant de celle qu'il a portée pour des raisons toujours douloureuses et qui va confier son enfant à l'adoption est toujours une épreuve pour elle comme pour l'enfant. Et provoquer donc intentionnellement cette rupture est une grave atteinte à l'identité de la femme comme de l'enfant. À cela s'ajoute la maltraitance originelle subie par l'enfant d'une maternité éclatée entre plusieurs femmes. Cette maltraitance, elle est déjà présente dans la PMA avec don d'ovocytes, telle qu'elle est pratiquée actuellement en France et dans d'autres pays. Aujourd'hui, ce sont les enfants eux-mêmes nés de ces techniques qui expriment pour certains leur mal-être et revendiquent l'accès à leurs origines. Dans le cadre de la GPA, non seulement l'enfant est amputé de son origine génétique maternelle, mais en plus on considère que la femme qui l'a porté pourrait s'en détacher sans conséquence sur elle et sur l'enfant. Tout cela contrevient à la Convention internationale relative aux droits des enfants qui affirme le droit des enfants de connaître et de vivre avec ses parents. Deuxièmement, les enfants sont considérés comme des productrices d'enfants en louant leur corps, en complète contradiction avec la dignité des femmes et le principe d'indisponibilité du corps dont a parlé Adeline Le Gouvello. Claire Quidé, qui est porte-parole du mouvement d'UNI, qui aide des femmes prostituées, était interrogée sur cette question sur France Culture récemment. Et elle disait combien elle était frappée des similitudes avec le système de prostitution. Je la cite. Elle dit « On met en avant la liberté individuelle et le consentement, alors que c'est évidemment nier toutes les réalités économiques, sociales, machistes, les inégalités de race qui vont contraindre les femmes, parce qu'elles ont besoin d'argent, à consentir à avoir une relation sexuelle ou, pour le cas de la GPA, à porter un enfant pour d'autres. » Parce que il faut être clair, les femmes vont se soumettre à la domination des demandeurs pour assurer que l'enfant sera conforme à leurs souhaits, ce qui s'assimile à une forme d'esclavage.
Le Conseil consultatif national d'éthique, dans son avis 126 sur les demandes sociétales de PMA, paru en 2017, a analysé les contrats de mères porteuses aux États-Unis. Parmi les clauses particulièrement contraignantes, on y trouve que la mère porteuse doit accepter le suivi médical exigé par ce qu'ils appellent les parents d'intention, donc les demandeurs. Elle doit s'engager à ne pas avoir de relations sexuelles pendant certaines périodes, d'adopter le régime alimentaire qu'a décidé les demandeurs. Elle doit s'engager, à la demande des commanditaires, à accepter d'avorter si un handicap est décelé, ou bien à procéder à ce qu'ils appellent un avortement sélectif, si il s'agit de jumeaux ou de triplés et que cela ne convient pas aux commanditaires. Enfin, elle doit renoncer à tout droit à l'enfant après sa naissance. Sans compter que, comme toute grossesse, la GPA comporte des risques pour la santé de la mère, à la fois physique et psychologique. En particulier, le corps féminin n'est pas fait pour porter un embryon qui lui est totalement étranger. Pour qu'elle ne rejette pas l'embryon, elle reçoit des hormones à forte dose des 4 premiers mois de la grossesse et les risques médicaux sont augmentés, notamment pouvant provoquer notamment de l'hypertension. Troisièmement, l'enfant est objet de contrat, en contradiction avec le principe de non-patrimonialité, dont a parlé aussi Adeline Le Gouvello. La GPA alimente le marché de la procréation. Le marché des bébés pèse autour de 4 milliards de dollars aux États-Unis. Les prix varient suivant les pays, entre 25 000 jusqu'à 150 000 dollars, ce qui s'assimile à la vente d'enfants, avec à la clé contrôle de qualité sur l'enfant ainsi produit, qui sous-entend des pratiques de sélection et donc d'eugénisme pour que l'enfant réponde au plus près aux critères demandés par les demandeurs. Le cas du petit Gami, qui est né trisomique en 2013 en Thaïlande, a provoqué un scandale planétaire. Il a été refusé par le couple australien demandeur qui n'a gardé que sa jumelle qui n'avait pas de trisomie, et il a laissé l'enfant trisomique à la mère porteuse. Autant dire que la GPA donne lieu à des contentieux inextricables. Plusieurs cas ont été recensés en Inde de mortalité maternelle. Aux États-Unis, les contentieux sont nombreux. Certains prétendent qu'il pourrait y avoir une GPA éthique, c'est-à-dire une GPA acceptable. En fait, le piège repose sur une opposition largement fictive entre GPA altruiste et puis une GPA qui serait purement commerciale. C'est un piège en fait qui réduit et enferme l'appréciation morale de la GPA à l'un de ses aspects secondaires, même s'il est gravissime, qui est celui de l'argent. De fait, le problème avec la GPA, c'est la situation de l'enfant et de la mère qu'il porte. D'ailleurs, les conséquences sur la filiation ne sont pas moins graves lorsque l'enfant est porté gratuitement par une personne de l'entourage, une sœur, une amie, une tante, une grand-mère. Les pressions affectives et les confusions sont encore plus fortes. En réalité, le problème avec la GPA, c'est la GPA elle-même. Aujourd'hui, la France, en vue de la révision de la loi bioéthique, préconise de maintenir l'interdiction de la GPA. Cependant, il y a 2 chevaux de Troie qui fragilisent cette position. D'abord, le fait accompli d'enfants nés par GPA à l'étranger et qui vivent sur le sol français, la question de leur reconnaissance. Ces enfants ne sont pas des fantômes de la République, comme certains le disent. Ils ont un acte de naissance établi à l'étranger et des papiers en règle. Mais on voit que les dispositions prises par la France depuis 2013 constituent progressivement une caution implicite à la gestation pour autrui. La France s'est laissée condamner par la Cour européenne des droits de l'homme en 2014 sans faire appel, contrairement à l'Italie, et ce qui l'a contraint à retranscrire la filiation paternelle à l'état civil français, alors que la mère qui a accouché est totalement passée sous silence. Deuxième cheval de Troie, il est clair que la PMA dite pour toutes les femmes, si elle était légalisée, outre qu'elle constitue une grave transgression en privant intentionnellement des enfants de père, fragilise l'interdiction de la GPA, et en faisant sauter le verrou de la fertilité médicale pour avoir recours à la PMA au nom de l'égalité, dit-on, ce type de PMA en fait, institue une forme de droit à l'enfant, et des hommes aujourd'hui revendiquent le droit également à avoir des enfants au nom de la non-discrimination par GPA. Des signes positifs, en conclusion, cependant,
Devant cette exploitation des femmes et ce trafic d'enfants, plusieurs pays sont en train de revoir leur législation et l'Inde en particulier vient de franchir un grand pas en interdisant en décembre 2018 toute GPA commerciale qui sera désormais passible de 10 ans de prison. Donc c'est déjà un premier pas encourageant. La seule démarche réaliste pour s'engager contre ce trafic humain au niveau national et de s'engager au niveau international et international si on ne veut pas que l'homme devienne une marchandise pour l'homme. Merci pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous avez suivi quelques extraits de notre cycle de formation, l'Université de la vie. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une deuxième séquence autour du thème « La vie sous conditions ». Merci.